prévu initialement peut s'expliquer par la progressivité de la mise en œuvre de la réforme. Je rentre dans un truc un peu technique. L'exercice du libre choix par les personnes âgées reste difficile, même si les mesures de la loi ASV améliorent l'accessibilité à l'information. Donc on a du plus, amélioration de la qualité de la prise en charge, amélioration de l'information donnée, mais moins exercice du libre choix difficile. Les nombreux dispositifs d'évaluation et de coordination dont peuvent bénéficier les personnes âgées amènent à une perte de leur lisibilité. Donc ici, on est toujours dans la complexité du dispositif. Donc là, je ne vais pas le faire ici, mais je pourrais compléter ici sur mon ACAP. Complexité du dispositif, on a une information là qui vient compléter cette idée. C'est que là, il y a trop de dispositifs d'évaluation et de coordination. Donc on va nous essayer de simplifier, harmoniser, coordonner au moins les dispositifs d'évaluation et de coordination. La réforme juridique des services d'aide et d'accompagnement à domicile, SAAD, prévoit que les SAAD anciennement agréés par la directe basculent dans le champ de l'autorisation des départements, ce qui constitue une avancée potentielle par l'affirmation du rôle de pilote des départements pour l'offre de SAAD. Toutefois, les départements ont peu de marge de manœuvre. Ici, on a... c'est un peu technique, on peut le zapper. La question du financement des SAAD soumis aux mêmes obligations de qualité, tous autorisés par le département, se pose de façon accrue, de même que l'accessibilité à une contractualisation pour les SAAD, quel que soit leur statut. Donc ici, le financement des services d'aide à domicile. C'est une limite, c'est aussi un axe de proposition, de réflexion. Le secteur de l'aide à domicile bénéficie de financements multiples qui ne remplacent pas une nécessaire réforme structurelle. Nécessaire réforme structurelle. Financement multiple. Ok. Passe. La loi ASV offre la possibilité d'expérimenter un modèle intégré d'organisation, de fonctionnement et de financement des services polyvalents d'aide et de soins à domicile avec l'accord conjoint du président du conseil départemental et du directeur général de l'ARS pour une durée n'excédant pas 2 ans. La conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie instaurée par la loi ASV, donc là par exemple on pourrait ici, donc ça c'est la loi ASV. Donc c'est bien cette loi-là qui met en place la conférence des financeurs. Pouvoir expliquer mon dispositif ensuite. Réunit l'ensemble des acteurs du département dans ce domaine. On n'a pas de critique émise là-dessus. Les montants du concours aux tractions de prévention alloués par la CNSA au département au titre de la conférence des financeurs sont fixés par arrêté. Je passe, on est à la fin du document, ça devient de moins en moins important. J'arrive, encore quelque chose. La loi ASV fait de l'accompagnement des aidants un sujet majeur. Donc ici, je peux le mettre ici, accompagnement des aidants. Sujet majeur. Au regard de l'évolution des principes, quel est le lien que vous faites ici, là? L'accompagnement des aidants familiaux, sujet majeur au regard de l'évolution des principes, c'est la refamiliarisation. Ici, on accompagne les aidants familiaux, c'est dans le cadre de l'état-providence. On essaye de motiver encore la famille pour intervenir ici et permettre plus d'autonomie. Une autre disposition de la loi ASV transforme le congé de soutien familial en congé de proche aidant. Le soutien des aidants constitue en outre un axe de programmation de la conférence des financeurs. Ici, on pourrait le décliner ici
sous la loi de 2015 avec la mise en place donc, du congé de proche aidant. On pourrait le caser ici. Je passe et je regarde l'heure qu'il est. Ok, on continue un petit peu. Population et société. Habiter seul ou avec des proches après 85 ans en France, de fortes disparités selon les départements. Je regarde rapidement. Au cours des dernières décennies, l'autonomie résidentielle des personnes très âgées s'est accrue. Elles vieillissent de plus en plus fréquemment chez elles, seules ou en couple, au lieu de cohabiter avec d'autres membres de la famille. Je ne vais pas plus loin. Davantage d'autonomie résidentielle. Dans quelle mesure les disparités départementales perdurent-elles? Les contrastes entre départements restent marqués. Ça, c'est des informations qu'on a déjà. À quoi ça va servir, ça? Davantage d'autonomie résidentielle qu'avant, en fait. Ça veut dire quoi? Regardez un peu, ici, on est entre 82 et 2011. Bon, moi, je l'ai fait, je vous le dis. En 82, il y avait une grosse part de personnes âgés qui allaient habiter chez les proches, en fait. Aujourd'hui, c'est vraiment un minimum vraiment anecdotique, en fait. On a une grosse évolution là-dessus, et aujourd'hui, les gens, comme ils vieillissent, enfin, ils vieillissent, comment dire, ils restent plus longtemps en bonne santé, ils sont plus autonomes, ils peuvent plus rester chez eux, en fait. Et on a justement cette autonomie résidentielle, quand on parle, qui se développe beaucoup. Ici, soit ça vous aide. Alors moi, au début, dans mon ACAD, je l'avais collé dans le diagnostic de la situation actuelle, mais finalement, dans mon plan et dans ma rédaction, ça m'a servi à justifier des propositions. Okay. Pour accompagner le développement de l'autonomie résidentielle. Okay. Parce que ça répond à l'évolution future des besoins. D'accord, ça va? Je passe. J'ai d'autres choses à vous dire après. 728 000 résidents en établissement d'hébergement pour personnes âgées en 2015. Ça, c'est le type d'information chiffrée qu'il faudrait faire apparaître dans vos copies. Pourquoi? Comment? Montrer qu'on a lu. Ouais, voilà. Et puis, c'est un gros titre, c'est facile à récupérer. Ça, il y a des chances que le correcteur l'ait peut-être sur sa grille d'évaluation. Bon après, ça ne nous apporte pas grand-chose parce que c'est pas, il faudra un élément de comparaison. Est-ce que c'est plus ou moins qu'avant? Bon, en fait, les résidences en EHPAD restent stables, c'est-à-dire que ça n'évolue pas trop. C'est surtout le fait d'aller chez un proche ou pas, en fait, qui évolue. On a de plus en plus de gens qui restent tout seuls. L'autonomie résidentielle, de moins en moins de gens qui vont chez les proches, mais au niveau des EHPAD et des établissements, le chiffre reste stable. C'est une minorité qui vont. Et on a juste une évolution, c'est qu'ils y vont de plus en plus vieux, en fait. Voilà, c'est ce qu'on retient de ce document, en fait. Tout est écrit là, en gras. Bon, j'avance, je vous fais part du cadeau du truc. De toute façon, vous n'allez pas rédiger, on reste sur la méthode. J'ai un dernier document 8, l'expérience sociale du vieillissement. Donc on s'était posé la question là-dessus. On a 3 paragraphes. C'est pas le dernier, il y a 9 derrière. Plusieurs auteurs ont souligné combien l'appartenance au monde devient problématique avec l'avancée en âge. Les personnes très âgées ont souvent le sentiment qu'elles n'ont plus vraiment leur place dans la société d'aujourd'hui et éprouvent des difficultés croissantes à comprendre cet univers qui tend à ne plus les comprendre donc eux-mêmes. Il y a des gens, la population elle a triplé sur la Terre depuis leur jeunesse. Il n'y avait pas Internet et tout, il faut voir le monde qui a changé. Cette difficulté à adhérer à la société actuelle se forge à travers une pluralité de mécanismes, la disparition des contemporains qui ont traversé les mêmes époques que soi, avec lesquels il existe une connivence. Bon, blablabla, l'éloignement des petits-enfants engagés dans leur vie d'adulte. Confrontés à cette étrangeté croissante du monde, les personnes qui vieillissent mettent en œuvre différentes stratégies afin de recréer de la familiarité dans leur environnement. La première consiste à lutter contre cette étrangeté. C'est ainsi que l'on retrouve des personnes qui se sont converties aux nouvelles technologies. J'arrête là. Moi, ça m'a servi à être force de proposition.
que je peux proposer par rapport à ça. Vous en faites quoi, vous, de ça? Pour montrer que vous y avez été, en fait. Hein. Ouais. Accompagner les personnes âgées au niveau du département à découvrir de nouvelles technologies. Ouais, par exemple, moi j'ai proposé de développer les plans de formation à destination des personnes âgées pour les rendre plus autonomes par rapport aux évolutions sociales, comme par exemple les nouvelles technologies. Hein. Mais c'est pas les formations nouvelles technologies que je veux, c'est l'ensemble d'un plan de formation. Formation ou l'accompagnement. Ok. Du cinquième risque à la solidarité pour l'autonomie, Yves Mamou, c'est ce qu'il nous dit, Yves, en disant les glissements du vocabulaire sur le financement de la perte d'autonomie indiquent un assouplissement des schémas mentaux de représentation de la protection sociale. Ok. Donc du coup, on va lire la première phrase des paragraphes. L'évolution des mots reflète celle des consciences. Bernard Hennuyer, et sociologue, membre du collectif Une société pour tous les âges, fait remarquer que la notion de cinquième risque a longtemps sous-entendu que la dépendance était un risque de sécurité sociale égal aux 4 autres. Maladie, vieillesse, accident du travail, famille. Donc ici, en fait, on vous donne les principes de la sécurité sociale qui sont peut-être utiles pour notre premier truc. Hein. On a un glissement à partir des années 2000, en fait, on a un cinquième risque qui apparaît dans le droit de la sécurité sociale, c'est ce fameux, cette perte d'autonomie. Hein. Le vieillissement était déjà pris en compte. Moi, je l'ai noté dans l'évolution des principes. Hein. Ça, cinquième risque, l'évolution des risques pris en compte par la sécurité sociale et donc par la solidarité nationale, en fait. Hein. Avec des mots-clés, solidarité nationale, tout ça, j'utilise ça. Hein. C'est des mots-clés hein, pour mon correcteur. Moins de 10 ans plus tard, en 2007, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, CNSA, créée pour gérer les aides aux personnes âgées, pour gérer les aides aux personnes âgées handicapées, mais aussi pour faire évoluer la réflexion du gouvernement, ne parle plus de cinquième risque, mais d'un nouveau champ de protection sociale qui mettrait la création d'un droit universel à une compensation, qui permettrait la création d'un droit universel à une compensation personnalisée pour l'autonomie. C'est ce qu'on a mis là, hein. C'est le code de l'action sociale, c'est ce qu'il pose. Hein. C'est ce qu'on a pris en note ici. Cette évolution du vocabulaire institutionnel a fini par entraîner celle des mentalités. Un sondage, la Banque Postale a publié le 4 février par la Tribune, indique que pour 45% des Français. Donc ça, pourquoi je le lis ça? Parce que pour montrer qu'on est jusqu'au bout des documents. Oui. Et puis aussi, ça va m'aider à être force de proposition, parce que nous, on doit s'adapter aussi aux attentes de la société qui évolue aussi. Hein. Largement celle des personnes âgées. 45% des Français, la prise en charge de la dépendance ne doit être assurée par l'État que pour les plus démunis. Ils ne sont que 27% à réclamer une prise en charge totale de chacun par l'État, contre 26% à juger que la couverture de la perte d'autonomie relève de la seule initiative personnelle. Moi, ça m'a aidé à être force de proposition. C'est-à-dire que par rapport à ça, j'ai parlé de développement, de permettre le développement de l'offre privée, qui était de plus en plus acceptée en fait dans la société, mais aussi, et qui répondait à l'enjeu de restriction budgétaire, mais aussi de partenariat public-privé. Hein, il y a un débat là-dessus. Voilà, ce que je vous ai mis dans le corrigé. Hein. Bon, j'arrête ici sur la technique du survol, ça va? Ouais. Ok, à partir d'une analyse comme ça, je ne reviens plus en arrière. Hein. Pour moi, j'ai l'essentiel. J'ai l'essentiel à mon raisonnement. Bon, peut-être que là, je peux réfléchir un peu plus, attention. Hein. Là, je vais réfléchir quand même un peu plus, être un peu plus concret. Mais bon, quand je vais me raconter mon histoire, je vais revoir un peu les problèmes, etc. Tout ça, ça va se nourrir, ça va se construire. Hein. Là, je suis à la fin de ça, pour vous, je suis à peu près à 1h15, dans une gestion un peu théorique du temps. Ok? Je suis à 1h15. Il me reste combien de temps avant la rédaction? 1h15. Vous êtes prêts? Ok, donc j'ai le temps. J'ai le temps de poser à plat, j'ai le temps de faire des propositions supplémentaires, j'ai le temps de clarifier mon brainstorming ici. J'ai le temps avant la rédaction. Hein, faut vraiment dire ça. Je me suis débarrassé du plus embêtant, c'est le dossier documentaire.
J'ai tous les éléments, j'ai compris le dispositif, j'ai compris les limites, j'ai compris les évolutions. J'ai classé pas trop mal, même s'il va y avoir des reclassements. Hein. Est-ce que le plan en 3 parties peut tenir? 3 parties à peu près égales, on voit hein, les choses apparaître au fur et à mesure. Bah, la partie 1 va être un peu léger si on fait 3 parties. La partie quoi? La partie 1. Non, parce que la partie 3, en soi, on peut développer un peu. Mais oui, la partie on va développer, on va argumenter. La partie 1 va peut-être faire un peu légère par rapport à la partie 2. La partie 1 peut être un peu légère par rapport à la partie 2, mais bon, en fait, si tu veux, là, il y a une difficulté de classement, c'est-à-dire que si on parle de l'évolution, pour moi, on est obligé de parler quand même des lois de 2001-2015, et ne pas dire ce qu'il y a dans la loi, c'est un peu embêtant quand tu présentes une loi. Non, mais... Ah, mais moi, Donc du coup, il y a sans doute des informations de mon bilan que je vais peut-être faire passer ici aussi. Ce qui amènera peut-être à équilibrer un peu. Après ça, c'est que l'analyse des documents. Est-ce qu'on doit rajouter... Ah bah s'il y a des connaissances personnelles, oui. Vous êtes autorisé pour l'ENA. Ouais, par exemple, on peut peut-être compléter une partie qui Tout soit à fait, légère. tout à fait, mais ça, bon, ça va dépendre du sujet que tu auras dit. Voilà. Il y a des sujets où vous pourrez apporter des éléments perso, il y a des sujets non. Mais bon, c'est surtout là-dessus, je pense qu'il faut se concentrer. Parce que moi, je pense qu'on a de quoi présenter clairement l'évolution des principes, le dispositif et puis un bilan. Je pense qu'on a de quoi. Par contre, je crois qu'il faudrait un peu plus préciser ça dans le temps qui me reste. Moi, c'est ce que je ferai. Plus préciser ça pour bien les argumenter, que ça soit un peu plus opérationnel. Parce que là, par exemple, quand je dis définir une méthode, il va falloir que j'y pense un peu plus. Quoi. Ça ne veut pas dire grand-chose ici, ça me fait penser à ça. Il va falloir que je décline un peu plus. Hein, ça pourrait être quoi? Donc moi, je pense toujours à réaliser un diagnostic précis du territoire qui pourrait le faire, les enjeux, déterminer les différences dans les territoires, comment on pourrait le faire, on pourrait servir de ça, par exemple, ça me permettrait de placer les mots-clés. Sur la base de ce dispositif défini, de ce diagnostic, définir un plan d'action, la concertation, toujours ça dans les forces de proposition, toujours la concertation. Attention à ça, il ne faut pas que vous placiez des gouvernances types, en fait, hein, faut vraiment que ça soit collé à la problématique ici, mais toujours penser à ça, hein, la concertation avec tous les partenaires, hein, que ce soit les partenaires publics, privés, les usagers, les associations, essayer vraiment la gouvernance la plus large possible pour la concertation, c'est ce qu'il y a, c'est ce qui est critiqué dans l'action publique. Hein. Pourquoi on a abandonné Notre-Dame-des-Landes? Pourquoi les grands projets aujourd'hui sont toujours bloqués? C'est une absence de concertation initiale. Notre-Dame-de-Lande, c'est l'exemple type. Un projet des années 70 qu'on remet au bout du jour, mais en imposant ça au territoire sans concertation, en fait. Ben voilà ce que ça donne. Ça donne un projet impossible à réaliser. Mais ça, c'est dans tous les domaines. Donc toujours la concertation, le compromis. Sinon, après, le dispositif, ils ne seront jamais mis en œuvre, ça sera bloqué toujours. Là, on voit peut-être avec les réformes de retraite, bon, ils disent qu'il y a de la concertation, d'autres non, etc. Mais ça bloque quand même pas mal. Hein. Donc quand vous êtes décideur public, à un moment donné, vous essayez d'éviter tous ces trucs-là. Le seul moyen, c'est la concertation initiale. Ça, vous pensez toujours à ça dans vos forces de proposition. Toujours. Puis après, c'est quoi les moyens de l'État? Les moyens financiers, les moyens techniques, les moyens réglementaires, peut-être les moyens répressifs parfois, mais on ne va pas là-dessus pour vous. Hein. Les contrôles, les plans d'action pour gérer les services, et les plans de service, en fait. Hein. Essayez d'avoir dans vos exercices, comme ça, toujours d'abord des propositions types sur le rôle de l'État, en fait, et que vous adapterez, ou non, des fois ça ne marchera pas, hein, aux différentes problématiques. Hein. D'accord, ça va? Ouais, je vous propose une petite pause. Après, sur cette base-là, je vous présente l'outil d'organisation que je vous propose pour mettre à plat tout ça, clarifier la problématique et vous conduire à un plan. Okay. On regarde les différents types de plans, comment ça peut se préciser. J'aimerais vous faire un point cet après-midi aussi sur la rédaction des introductions, au moins. Intro-conclusion, mais au moins qu'on s'attarde un peu sur les intros parce que c'est vraiment super important dans le document que vous allez rédiger. Et puis après, on analyse un peu les différentes copies rapidement et la rédaction que je vous ai proposée en mettant en œuvre ma méthode. Ok ?
petite pause de 5-10 minutes. Merci.